Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour. Bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi pour lequel j'ai convié en plateau Arimi Choubadé qui est journaliste, analyste politique. Il sera face à un autre journaliste, Fernando Khessou, qui est journaliste, reporter sportif, également historien. Avec lui, chers amis internautes, et avec Arimi Choubadé, on va essayer de commenter la loi sur la chefferie traditionnelle qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. On fera quelques commentaires sur l'entretien de Patrice Talon avec Jeune Afrique, lequel continue de défrayer la chronique sur la toile, notamment au Bénin et hors de nos frontières. On parlera également de ce qui fait l'actualité cette semaine, sans nul doute cette rencontre footballistique qui a opposé les Guépards et les Bafana. On en parlera de façon sommaire et expéditive. Et si le temps le permet, chers amis internautes, on fera quelques commentaires sur les interdictions d'activités politiques aux acteurs politiques du parti politique Les Démocrates. Voilà un peu la trame de la matinale de ce matin, chers amis internautes, juste après l'instant pub qui vous vante les mérites de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Juste après cette capsule vidéo, on se retrouve pour le décryptage. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé Kalavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais dans le sommaire de cette émission. Fernando Khessou, bonjour. Bonjour, chers confrères. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Arimi Choubadé. Bonjour, Kader. Bonjour, Fernando. Bonjour, les auditeurs, enfin, les internautes de ESAE TV. Merci également d'être là, de répondre chaque fois que l'on vous fait appel. Alors, Fernando Khessou, la représentation nationale a voté la loi sur la chefferie traditionnelle. Nous avons suivi l'honorable Ordena Ladati sur la télévision nationale qui est monté au créneau pour expliquer un peu le bien fondé de cette législation-là. Mais cette semaine, on a constaté que le cabinet du président de l'Assemblée nationale a reçu plusieurs délégations royales qui sont venues faire part de leur omission dans cette loi, dans cette organisation de la chefferie traditionnelle. Est-ce que pour vous, vous pensez véritablement qu'il y a eu des omissions ou le travail a été fait en tenant compte de l'histoire des royaumes? Il y a eu beaucoup d'omissions. Beaucoup. Énormément d'omissions. Et j'en suis un exemple type. Je voudrais parler du royaume d'Awaya. Oui, le royaume d'Awaya. Awaya a été omis. Au fond, je ne... Awaya qui est chez vous? Oui, puisque vous savez, quand on prend la royauté chez nous, oui. Je veux être roi et on devient roi, c'est pas ça. Je veux être roi et on devient roi, c'est pas ça. Je veux être roi. On fait partie de la lignée, mais il y a une consultation qui se fait et c'est au terme de ça que vous êtes désigné. Je veux être Vigan. Moi, par exemple, j'ai été couronné Vigan du roi d'Awaya. Je n'y ai jamais pensé. Je n'ai jamais cherché à
à aller m'asseoir au palais pour quoi que ce soit, mais lorsqu'on a dit que les aïeux ont décidé, vous ne pouvez absolument rien. Le royaume d'Awaya n'a jamais été dépendant de quelque royaume que ce soit dans ce pays. Parce que justement, c'est un royaume qui est né pratiquement dans la même période que les royaumes d'Abomey, de Rogbonu, puisque c'est la migration, la fuite d'Adiatado. Là, vous faites l'histoire, vous défendez Awaya, là. Oui, mais je suis en train de donner un certain nombre de précisions pour montrer pourquoi je n'en veux pas beaucoup à ceux qui ont fait cette omission, mais j'attire en même temps leur attention sur le fait qu'il urge que cela soit corrigé. Vous comprenez? Donc, Awaya n'a été dépendant de personne et n'a jamais été soumis. Bien au contraire, quand on dit que les troupes d'Abomey ont subi leur première défaite en pays Mari, c'est où? On n'a jamais dit le lieu, mais c'est bien à Awaya. Et les troupes d'Abomey ont décidé d'exterminer cette population jusqu'à la dernière génération. Ce qui a fait que mes aïeux ont décidé de mettre leur population à l'abri et de vivre pratiquement, comment dirais-je, hors des caméras, si j'ose m'exprimer ainsi. Puis en 2015, j'ai posé la question, mais si Awaya a cette histoire, parce que toutes les cités qui entourent Awaya, c'est le roi d'Awaya qui a demandé qu'on aille trouver une portion de terre aux étrangers qui arrivent. Et ils se sont installés pour prospérer aujourd'hui. Et si je dis de façon liminaire, je tiens de façon liminaire ces quelques propos, c'est juste pour vous dire que il y a eu beaucoup d'omissions, des omissions nées du fait que la commission qui a fait le travail n'a pas eu suffisamment de temps. Ah bon? Bien entendu, le chef de l'État lui-même disait, quand il installait la commission, que nous sommes dans un pays d'oralité. Et donc, il y a plein de choses qui échappent. Il n'y a pas eu des écrits qui ont permis de conserver des informations. À partir de cet instant, on devait donner le temps au temps pour faire un travail aussi important pour la République, pour le pays, pour l'ensemble du pays. 2022, mars 2025, écoutez, ils ont fait ce qu'ils ont pu et ils ont fait des omissions graves qui s'expliquent, mais il va falloir maintenant, et c'est ça ma préoccupation, comment est-ce que ce soit la commission qui a fait le travail, l'Assemblée nationale qui a légiféré, le chef de l'État qui doit promulguer, que l'ensemble de tous ces acteurs sachent raison garder pour se dire ce n'est pas encore la fin, on peut encore retoucher et réhabiliter ceux qui méritent d'être réhabilités. On peut encore retoucher et réhabiliter, selon vous également, Arimi Choubadé? Je ne sais pas pourquoi le doyen se plaint. Il doit être heureux. Parce que son royaume n'est pas placé sous la domination du préfet. Puisque c'est en fait ce que la loi dit. Ah que bon? désormais, les rois sont des sujets des préfets qui peuvent les radier, qui vont les nommer, etc. Maintenant, parce qu'en fait, il faut laisser l'histoire aux historiens. On ne peut pas aller faire l'histoire au Parlement. Et c'est ça donne tout ce qu'on voit. Même le colon avait respecté nos coutumes et avait laissé subsister à côté des textes de la République le coutumier du Dahomey qui s'appliquait selon les régions. Il n'y avait pas de règles établies qu'on applique à tout le monde dès qu'il y a des questions. Parce qu'on leur a donné même des matières à gérer. On leur a donné, par exemple, l'état civil, même la propriété privée, sous certaines manières, était gérée par
les chefs coutumiers. Et on les interrogeait à chaque fois que... Même, et c'est ça que la justice valide. Aujourd'hui, ils n'ont plus aucune... on ne leur a même pas donné d'attribution. Hein, le roi... vous savez, on ne peut pas être dans un pays comme le Bénin, République, et on a des tests dans lesquels on met roi. Moi, j'ai un problème. Le roi n'est pas nommé. Il n'a pas de possibilité de radier un roi. Alors, quelle est la finalité de cette loi? C'est juste pour placer les chefs coutumiers sous les préfets désormais. C'est votre interprétation. Oui? Ce n'est pas une interprétation. Je ne sais pas si vous n'avez pas lu la loi avant d'apporter le sujet. Oui, j'ai lu. Mais oui, le préfet les nomme et les radie, c'est pas ça? Il ne faut pas les nommer. Il fait comment? Oui, allez-y. Oui, on les désigne, c'est vrai, et lui, il les nomme. Mais de toutes les façons, en ce moment-là, c'est lui qui devait leur autorité de tutelle. C'est lui la tutelle. S'il n'est pas content d'un roi, il peut ne pas prendre l'acte de nomination. Ou si le roi est en place, il peut le radier. Il peut évoquer les prétextes que... en fait, c'est ça. Mais on n'a même pas dit, désormais, quelles sont les prérogatives du roi. Est-ce qu'en matière de succession, désormais, c'est le roi qui est compétent? En matière de mariage, en matière je veux même parler de naissance et tout ça. Le roi, est-ce qu'il est compétent? En quoi il est compétent? Parce que la République leur a levé toutes les prérogatives possibles. Ils n'ont plus de prérogatives. La seule chose qu'on leur reconnaît, c'est d'aller s'asseoir dans les manifestations publiques, les cérémonies officielles. Et probablement, l'État va leur donner quelques subsides. C'est ça. Mais normalement, si un royaume n'a pas été pris en compte, les gens doivent être tranquilles. En principe, rien ne doit changer, eux, dans leur quotidien. Je ne sais pas si c'est parce qu'on a pris la loi qu'à Ouaya, on ne fera plus les rites, on ne fera plus les cérémonies, on ne fera plus... Donc vous pensez que cette loi ne change pas véritablement le quotidien de ces royaumes-là qui existaient déjà? Si la loi elle était même inutile, on peut comprendre, mais elle est dangereuse. Hein? Elle est dangereuse. C'est les coutumiers, les chefs coutumiers sont désormais rentiers. Ils ont pris l'argent au niveau de l'État. On n'a pas besoin d'une loi pour régler ce problème-là. Ah l'État donne des subventions à des ONG, à des trucs, sans qu'il y ait une loi qui spécifie nommément que ces ONG avaient bénéficié de ça. L'État peut trouver la formule, soit même de financer des recherches sur rien que ça. Aujourd'hui, si l'histoire est mal racontée, comme ça profile dans l'intervention de Fernando, ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup investi dans la science et la recherche pour déjà faire évoluer ces communautés-là. Et je vous dis, même le colon avait laissé subsister le droit coutumier à côté du droit moderne. Mais nous-mêmes, nous sommes venus, nous avons effacé le droit coutumier. Et on a arraché toutes les prérogatives à ces chefs coutumiers-là. Parce que ce ne sont pas des rois, ce sont des chefs coutumiers. Et puis, chacun fait, comme je dis, dans son entité, dans une communauté, les gens vont continuer à faire leurs cérémonies. Je ne crois pas que la loi là, va interdire aux chefs là, de faire les cérémonies dans leur palais. Enfin, ceux qui considèrent leur palais, peut-être que c'est le mot roi ou palais qu'on ne va plus utiliser. Mais il n'en demeure pas moins que ceux qui y croient vont continuer à recourir à cette tradition-là pour régler les problèmes de société. Oui, Fernando Ressou, je vais quand même faire une petite lecture pour qu'on puisse s'imprégner un peu des débats au Parlement au niveau de cette loi-là. Alors, selon le rapport présenté par la Commission des lois de l'administration et des droits de l'homme que préside l'honorable Orden Aladati, le projet de loi soumis à l'examen des députés par le gouvernement vise à définir un cadre juridique pour le pouvoir des autorités de la chefferie traditionnelle, conférer une reconnaissance légale aux chefferies traditionnelles existantes sur le territoire béninois, fixant les règles garantissant leur organisation et leur rôle dans le développement socio-économique du pays, reconnaître leur contribution à la cohésion sociale et à la préservation des identités culturelles. Selon ce rapport, cette réforme voulue par le gouvernement prend également en compte leur spécificité des chefferies coutumières de type clanique, notamment dans les régions de l'Atakura Ouest et de la Donga. Lors de l'examen de ce projet de loi qui comporte 47 articles organisés en 6 titres, un accent particulier a été mis sur les critères retenus pour l'identification des entités
Les critères définissant les sociétés traditionnelles se fondent sur l'espace géographique, le type de pouvoir et son niveau de concentration et le type de société et son niveau de différenciation qui ont été pris en compte. Les principaux concepts ont été par ailleurs définis sur la base des données doctrinales, histoire et socio-anthropologie et des réalités socio-historiques vécues dans nos sociétés traditionnelles. Ces critères ont été enrichis et nuancés par endroits. Ainsi, dans les sociétés à pouvoir non centralisé, le chef religieux a un titre qui varie selon le groupe socioculturel considéré. Les sociétés à pouvoir centralisées sont non seulement basées sur des classes d'âge, mais elles sont aussi stratifiées, mentionne le rapport de la commission des lois. En ce qui concerne la typologie des chefs dans l'organisation de la société, la commission a, au terme des discussions, retenu les points suivants. La période de référence est celle précoloniale, 1894 pour le Bénin méridional et 1897 pour le septentrion. Et les catégories de chefferies traditionnelles identifiables pendant l'étude sont les chefferies centralisées, notamment les royaumes, les chefferies peu centralisées, chefferies supérieures et les chefferies non centralisées, chefferies coutumières. Au regard de cette catégorisation et dans chacun des royaumes identifiés, l'autorité est assurée par le roi. Dans chaque chefferie supérieure, l'autorité traditionnelle est assurée par le chef supérieur. Et enfin, dans chacune des chefferies coutumières, l'autorité traditionnelle est assurée par un chef coutumier. Ceci conformément aux dispositions des articles 5, 6, 7 de la loi adoptée. 16 royaumes et 80 chefferies supérieures et 10 chefferies coutumières sont adoptées. Nous avons désormais reconnu comme royaume en République du Bénin les chefferies traditionnelles suivantes: Alada, Basila, Boué, Dahomey, Dagboahomey, Rogbonu, Igbo, Idacha, Udassa, Itakete, Usakete, Ketu, Kika, Kir, Ujugu, Pane, Okuande, Niki, Sandiro, Savalu, Tchabé ou Savé. Vous savez, quand les intellectuels se retrouvent parce qu'on leur a confié un travail, ils arrivent toujours à utiliser les arguties qu'il faut pour s'en sortir. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure pour repréciser et insister là-dessus. Mai 2022, mars 2025, c'est très peu pour faire le travail dont on vient de parler. Ensuite, quand on lit le préambule de la loi, je me dis, mais tout ce qu'on pense être nouveau, les chefferies traditionnelles ou les royaumes, n'ont-ils pas fait ça depuis leur création? Moi, la création d'Awaya remonte à 1708. 1708. Et les chefs se sont succédés de façon harmonieuse jusqu'à aujourd'hui. Serento Diekwe 2 qui est là, en est le 20e. En est le 20e. Vous voyez, j'ai fait géographie, histoire à l'école normale supérieure. Et dans les matières de la géographie, il y a ce que l'on appelle, d'histoire, il y a ce qu'on appelle l'histoire nationale. Il y avait combien d'enseignants qui enseignaient l'histoire nationale? En dehors du professeur Hiroko, paix à son âme, Félix Akwiti, paix à son âme aussi, Éloi Kodo, Élisée Soumoni, qui sont des gens tête bien faite. Leurs jeunes, après eux, si je dis jeunes, c'est par rapport à ceux dont je viens de citer les noms, Biobigou, Bani Léon, tête bien faite. Quand vous prenez des gens comme ça, ils vont vous dire, hâtons-nous doucement, hâtons-nous même lentement pour ne pas commettre des erreurs. C'est vrai, celui qui a eu l'idée d'introduire l'article 151.1 dans la Constitution retouchée de 2019, qui voudrait que désormais l'État reconnaisse les chefferies traditionnelles au Bénin. Je me suis posé la question de savoir si finalement on a bien compris
l'esprit du législateur en la matière. Expliquez-nous. Parce qu'à force de vouloir régenter les choses, comme il l'a dit, on ne peut pas placer un chef coutumier sous une administration publique, sous un administrateur public. Vous voyez à peu près ce qui se passe au niveau de l'administration de nos mairies. Quand un préfet ne veut plus de la tête d'un maire, il s'arrange pour le faire partir entre griffes. C'est ma façon de voir les choses. Et ça ne va pas. Parce que déjà le maire est un élu. Le préfet ne l'est pas. Il est nommé. Donc déjà il y a problème. Il y a problème à ce niveau. À ce niveau. Maintenant, un chef coutumier, je vous dis, l'équilibre sociopolitique et même économique que réalisent ces chefferies traditionnelles dans notre pays, on ne peut même pas quantifier ça. On ne peut pas quantifier ça. Et chaque fois qu'un régime arrive, soit elles sont attirées, soit elles sont combattues. Maintenant, le régime actuel ne veut ni les attirer, ni les combattre, mais a eu envie d'organiser les choses de manière à ce que tous aillent bien. Mais est-ce qu'on a atteint l'objectif par rapport à tout ce que je suis en train de voir? Ce n'est pas atteint selon vous. Alors, Harim Choubadé, selon vous, est-ce que le chef de l'État doit demander une seconde lecture de cette législation? Enfin, je ne sais pas. Il y a pas. Pour moi, la loi ne devait pas exister. Hein? On parle de pouvoir. Comment on peut mettre qu'il y a un pouvoir traditionnel? C'est quoi? Nous sommes en République. En République, il n'y a que 3 pouvoirs. Il n'y en a pas, enfin, il y en a pas d'autres. Législatif, exécutif, judiciaire. Alors, de quel pouvoir on parle? Oui, c'est parce que nos traditions l'avaient dû. Sinon, dans la tête du législateur béninois, ça ne devait plus exister, les traditions. Il y a eu même une période sur la Révolution où pendant 15-17 ans, il n'y avait même plus de roi. Il n'y avait plus ces trucs-là, ces entités-là. Il était même question de détruire les couvents et tout. Mais ils ont pu faire la résistance, ils ont pu exister. Parce que la tradition ne peut pas disparaître. Je vous ai dit que nous-mêmes, là, au Bénin, je crois, dans les années 2000, nous avons supprimé le coutume d'armée parce qu'on estimait que ça créait une dualité de droit. Puisque toutes les matières sont déjà réglées par ce qu'on appelle le droit moderne. Et donc, on a arraché les quelques prérogatives qu'on a accordées. On n'a même pas, si c'est que dans le cadre de cette loi, on a même ressorti le droit coutumier pour dire oui, désormais, dans leur circonscription, enfin, dans leur espace géographique, le roi, c'est lui qui doit célébrer le mariage, c'est lui qui doit, comment on appelle-t-on, trancher les problèmes de succession, le problème de vivage et tout le reste. Si on lui avait accordé même, ne serait-ce que quelques pouvoirs, on peut comprendre. On leur a tout arraché et maintenant on les place sous les préfets. Parce qu'ils ont continué à exister malgré tout. Cette tradition, parce que c'était pas une obligation. Les gens, même quand ils sont baptisés ou bien ils sont dans les religions révélées, tout ce qu'on veut, continuent d'aller faire allégeance à des chefs coutumiers. Hein, quand il y a pour des cérémonies, pour des trucs, pour faire des consultations. Et ça, ils ont pu développer une résilience qui peut étonner, si vous voulez. Mais on ne peut pas dire que, bon, maintenant, tout ça là, on va placer ça. Vous savez, vous savez, enfin, je ne sais pas, quand on veut parler d'Abomey chez moi, comment appelle-t-on, les religions traditionnelles sont placées sous le roi. Hein, les vaudounos, les couvents, tout ce que vous savez, sont placés sous l'autorité du roi. Hein, en plus, maintenant, est-ce qu'on veut reconnaître, comme on le reconnaît, enfin, même pour les autres religions, on n'a pas reconnu, par exemple, le mariage ou des actes d'état civil. Hein, on a arraché tout ça et quand même on vient dire pourquoi ils n'ont pas placé les imams, ils n'ont pas sorti une loi pour dire que désormais c'est le préfet qui nomme l'imam et qui peut le radier, ou que c'est lui qui nomme l'évêque et qui peut le radier, et c'est seulement du côté de la tradition qu'on les place sous les préfets. Mais que doit-on faire, Harim Choubadé, face à ces rois parfois autoproclamés?
Mais ça gêne qui? Ce sont les populations elles-mêmes qui font obédience, qui font mais parfois, allégeance, c'est source d'affrontement. C'est source d'affrontement. Par exemple, avec Fernando Khessou, il y a le roi d'Awaya. On voit que dans cette région, je ne veux pas stigmatiser, où un matin, comme le narre la population, quelqu'un se lève, dit « Je suis le roi de tel ». Parce que, et on se fonde sur... S'il vous plaît, oui. Il n'y a pas de règle sans exception. Et ce n'est pas parce qu'un épiphénomène surgit quelque part qu'on dit voilà. Non, c'est faux. Merci. Et mieux, les questions de succession ont toujours généré des conflits. Parfois profonds, parfois cruels. Et que faire pour y remédier? La société elle-même a tout prévu. Voit que même ces genres de cas. Certains perdent la vie, certains traînent des séquelles. Prenez l'histoire de la France, prenez l'histoire de l'Angleterre, prenez l'histoire de la Russie, prenez l'histoire du Dahomey, prenez l'histoire d'Israël, prenez l'histoire de l'humanité. C'est comme ça. Et au même moment, la tradition a tout prévu pour régler cette situation. On a dit, si vous prenez le cas de Dahomey, on dit le roi désigne son vidaro, non? Mais le vidaro, ce n'est pas nécessairement l'enfant le plus âgé, mais c'est l'enfant destiné à succéder au souverain en cas de décès. Mais le vidaro, dès lors qu'il est désigné, il devient la proie, la cible de toutes les convoitises. Et il doit se battre, se débattre pour survivre jusqu'à ce que le souverain décède et qu'il entre dans la plénitude du pouvoir en siégeant sur le trône. Tout est organisé par les hommes. Hein. Vous prenez un sport, n'importe quel sport, tout a été prévu. Tous les cas de figure ont été prévus. Il est interdit de tacler par derrière. Est-ce que parce qu'on a dit qu'il est interdit de tacler par derrière, vous n'avez jamais vu des joueurs tacler par derrière? Les joueurs vont toujours continuer à tacler par derrière pour une raison ou pour une autre. Mais lorsque vous taclez par derrière, qu'est-ce que ça engendre pour vous et pour votre équipe? Vous devez être aussi prêt à assumer ça. Voyez-vous? Donc, notre tradition, où je vais même les pluraliser, nos traditions ont tout prévu. Et je vais vous dire que dans certaines localités, l'équilibre social, l'équilibre politique n'est encore une réalité que parce que les chefferies traditionnelles existent, ont subsisté à toutes les vicissitudes en faisant preuve de la résilience dont a parlé Arimi tout à l'heure. Mais Arimi Choubalé, dites-nous, au cas où la loi est promulguée comme telle, que va-t-il advenir? Enfin, puisque la loi là, elle est utile, vous allez constater qu'elle sera difficile à appliquer. Hein? La seule chose qu'on va retenir, c'est que l'État va donner de l'argent à certains. Hein? L'État a sélectionné ses copains à qui il veut donner de l'argent. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. L'État va sortir de l'argent. Vous allez voir, l'année prochaine, on va dire qu'on a sorti une cagnotte et on va donner à chaque, je sais pas, chefferie ou au royaume. Comment un État comme le nôtre peut parler de royaume? Allons chercher la définition du royaume. Hein? Le roi, c'est un souverain. Or, ici, la souveraineté, c'est le chef d'État qui l'exerce, après, qui a été élu. Je m'avais pensé que la loi allait dire que désormais, les chefferies vont désigner un certain nombre de membres de la Cour constitutionnelle, un certain nombre de députés, ils ont droit à un quota de ministres ou des trucs de ce genre-là. C'est ça le pouvoir. Sinon, en réalité, ils n'ont reçu aucun pouvoir. On les a juste mis sous la coupole. Parce que l'État
notre État républicain, je ne parle pas de ceux qui sont là, l'État, la République, a de tout temps lutté contre la tradition. Et n'oubliez pas qu'il y a un mouvement féministe très fort, avec des financements et tout, et qui sont contre ces chefferies-là. Parlons clair. Moi, je veux voir comment ça va se passer sur le terrain. Parce que nous avons, pour la plupart de ces traditions-là, c'est une histoire de masculin, pour la plupart du temps, hein, avec quelques nuances, et qui ont toujours été la bête noire de tous les féminins, de tous les bords. Hein? C'est comme le progrès qui nous a amené là où nous sommes. Nous avons toujours lutté contre la transition. Toujours, la République a toujours lutté et leur arraché tous les pouvoirs. Mais ils ont continué à exister d'une manière ou d'une autre. Les gens sortent de l'église la nuit, ils rentrent chez le roi pour faire les cérémonies, pour faire tout ce qu'on lui dit de faire là-bas. Et il y croit beaucoup plus même que ce que son alpha ou bien son prêtre lui a dit. Donc, c'est une loi qui va devenir désuète d'elle-même, inapplicable, en dehors de l'argent qui va sortir. Parce que moi, j'attends qu'un préfet révoque un roi et on verra la suite. Ou qu'il place un roi contre la volonté des autres. Parce que c'est lui, ça c'est un truc qui est prépondérant. Par contre, je ne vois pas quel pouvoir on a. Et puis, les définitions qu'on a données dans la loi, c'est presque du charabia. On parle du pouvoir local. C'est très bien qu'il n'y a pas un pouvoir local. Dans la République du Bénin, il y a 3 pouvoirs. Je vous l'ai rappelé, le judiciaire, le législatif et l'exécutif. Et en plus de ça, on parle de royaume. On sait très bien que ce sont des souverains. Ils n'ont pas de territoire administré. Ce ne sont pas des royaumes. Hein, je vous en prie, le royaume, tout le monde connaît la définition du royaume. Comme je l'ai dit, on n'avait pas besoin de mettre tout ça dans une loi. On aurait pu trouver une formule de subvention. Ils ont été, on a vu plusieurs royaumes défiler cette semaine au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Pour vous, qu'est-ce que vous pensez? Non, mais écoutez, ça c'est la distraction. Hein? La République organise la distraction. Mais écoutez, si on devait faire une loi, c'est ça qu'on dit, il n'y a pas de doctrine, ça précède la décision. On devait faire toutes ces consultations avant d'aller prendre la loi. On a pris la loi et on va faire les consultations. Non, c'est les rois qui viennent au cabinet du président. Mais s'ils avaient été consultés, pourquoi ils viennent? S'ils ont été satisfaits, parce qu'en fait, ils savent qu'ils vont partager de l'argent. Et comme leur nom ne figure pas dans la loi, ils craignent que, bon, Non, pour vous, c'est pour cela que... Il faut donner l'argent à la recherche. La recherche, elle est temporelle. Ce n'est pas 2 ans de commission, 3 ans, non. On devait continuer tous les jours à faire de la recherche. Si la faculté d'histoire est dépeuplée, comme il le dit, pendant que des historiens s'improvisent à l'Assemblée pour régenter nos chefferies, il y a un gros problème. Il y a un gros problème intellectuel déjà, et un problème social, et que nous allons gérer plus tard. Donc la loi elle-même elle sera difficile à appliquer, désuète, et finalement sera abandonnée, ou serait là. Quand il le dit, qu'est-ce qui peut empêcher Hawaïa de continuer à exister? Ils n'auront pas de subside de l'État, peut-être, mais ils vont continuer à respecter les rites, à respecter les cérémonies. Je ne sais pas si désormais dans la prérogative des préfets, c'est d'aller empêcher ceux qui ne sont pas homologués ou régentés de faire les cérémonies. Alors, Fernando Raissou, dites-nous, au cas où cette loi serait promulguée en l'état, quel serait son impact politique? Je crois que c'est une question dont la réponse qui viendrait de moi n'aura pas de sens au regard de la lecture que les politiciens eux-mêmes font de l'acte qui est posé. Vous n'allez pas comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que j'ai suivi mon ami Orden, tellement heureux, tellement satisfait, tellement content de ce qui a été fait, qu'il dit que vraiment c'est une avancée extraordinaire. D'accord? Une avancée, d'accord. Mais je vous l'assure, vous allez me dire que tous ceux qui sont même retenus aujourd'hui et à qui on interdit, j'exagère peut-être, d'intervenir dans la vie politique. Vous savez, nos chefs traditionnels, nos chefs coutumiers, nos rois dans leur palais, le travail d'apaisement qu'ils ont toujours fait, même sous la Révolution. J'ai vécu la période révolutionnaire
j'ai au moins cette chance. Nous qui avons aujourd'hui plus de 60 ans, nous avons eu cette chance d'avoir vécu la révolution. On a vu l'école nouvelle, sa mise en œuvre, les combats contre l'école nouvelle. Nous avons vu le renouveau démocratique venir. On a vécu la période de la conférence nationale. Et puis après, Soglo est venu faire 5 ans, il est parti. Kérékou est revenu faire 10 ans. Nous, on est capable de faire des comparaisons. Yaya Boni est venu, il a fait 10 ans. Talon est en train de faire 10 ans. Et je vous assure que, pour moi, ça aura des conséquences. Cette loi-là, elle aura des conséquences. Politique. En 2026, il n'y a rien à faire. Si elle est promulguée telle. Telle qu'elle. Telle qu'elle. Le chef de l'État n'a qu'à prendre la mesure de la situation et se dire, je diffère la promulgation et on essaie. Vous savez depuis quand le mouvement sportif est en train de demander la réélecture de la loi 008 du 25 février 1991 portant charte des sports en République du Bénin. Savez-vous depuis quand nous réclamons la légifération en ce qui concerne le financement du sport au Bénin? Ça n'a jamais pu se faire. Vous estimez qu'il y a mieux à faire? Il y a eu le ministre Galéou Soglo qui a été député, qui a introduit une loi sur le financement du sport. Il est parti depuis. On n'a plus jamais parlé de ça. Et puis, il y a des lois qui arrivent et à pas de charge ou pas de charge, les données sont rassemblées, étudiées, votées. Et puis, quand ça commence à créer des problèmes, on se dit, bon, écoutez, nous, on a eu des avancées. Merci à vous, Fernando Ressou. On vous aura compris. Arimi Choubadi, un petit commentaire pour conclure ce sujet? Non, enfin, c'est que... Vous voulez inutile cette loi? Non, on constate toujours la pauvreté des débats intellectuels chez nous. On ne peut pas régenter toute une... Vous savez, il y a une telle complexité. On n'a pas fini les recherches. On n'a qu'à investir dans la recherche. C'est important pour l'histoire. Hein, c'est ça qui va éclairer ceux qui veulent prendre les décisions. Mais ce n'est pas de là-bas qu'ils vont éclairer la population. Ce n'est pas possible. On ne peut pas commencer par une loi parce qu'on veut régler les problèmes de chefferie. On les a combattus pendant tout le temps. Il faut qu'on nous dise, la loi aurait pu prévoir une réglementation des pouvoirs qu'on confère désormais à ces entités-là. Hein? Par exemple, pour nommer un préfet, on doit pouvoir demander l'avis des chefs traditionnels de la localité. Ils doivent avoir un avis motivé. Or, maintenant, c'est le contraire. C'est le préfet qui vient, qui n'est peut-être pas de la localité, et qui va diriger pratiquement. C'est le préfet le chef. Hein, c'est lui qui vous nomme. Vous pouvez même être élu dans les règles de l'art et que lui, il traîne à vous donner votre papier. De toutes les façons, il faut faire très, très attention avec cette loi. Quelqu'un a beau être ministre, quand il rentre à Niki, là, il se déchausse. Il se prosterne devant le roi. Mais le préfet peut radier le roi. Ça veut dire que le préfet aussi va se déchausser. Le préfet, il doit se déchausser. Maintenant, il doit se prosterner. C'est pour ça que je dis, faisons très attention à ce que nous faisons, aux actes que nous posons. Merci à vous, Fernando Ressou, une fois encore. Merci à Arimi Choubadi. On va quand même très rapidement parler aussi de cette interview, cet entretien de Patrice Talon avec Jeune Afrique, qui continue, malgré des jours après, de faire l'actualité, de susciter des commentaires sur la toile. Arimi Choubadi, cette interview, vous l'avez parcourue. Qu'est-ce que vous en retenez de façon sommaire? Que le président Patrice Talon a parlé de lui. Il a parlé très peu des Béninois, alors qu'il est en fin de mandat. Il n'a pas parlé de son bilan. Il a parlé de lui, de ses amis, de ses envies du futur. C'est ce que je retiens. Donc, c'est un truc qui n'a pas... Je ne sais pas, je vous dis que ça continue d'alimenter, je ne sais pas, parce qu'il y a des mots forts qui ont été prononcés, qui ont choqué les gens, peut-être. Sinon, ce n'est pas de la matière pour les journalistes. Les spiritualistes, peut-être, les politiciens, ils peuvent décrypter, parce que vous avez... Il a parlé de lui-même. Donc, c'est de la psychanalyse. Hein? C'est pas un truc de journaliste.
Il n'a pas parlé de son bilan, il n'a pas parlé de ce qui s'est passé réellement pendant les 10 ans. Il y a de grands sujets sur lesquels... Peut-être que ce moment viendra encore. Bon, attendons ce moment-là pour faire les commentaires, les analyses. Sinon, pour le moment, moi, je ne veux pas commenter la vie du chef de l'État. C'est sa vie. Hein, c'est personnel, c'est tellement personnel. Parfois même, c'est intime. Moi, je n'ai pas un intérêt dans ça, de ces états d'âme. Surtout que, bon, enfin... Sur le dossier complot contre l'autorité de l'État. Mais c'est là où le chef d'État aurait pu être utile à la société, c'est aller déposer, aller contribuer lors du procès. Il a pu venir dire tout ce qu'il pense de l'affaire, des faits, pas de sa psychologie, de ses ressentis. Si ce sont les ressentis du chef de l'État, c'est personnel, tout ça. Mais il y avait des Béninois qui avaient soif d'entendre ce qu'ils pensent de ce dossier au regard des impliqués. Mais si les Béninois n'ont rien à faire, ils vont s'intéresser au ragot. Parce qu'il aurait pu venir déposer au tribunal, raconter ce qu'il sait. Nous, on veut les faits. C'est un procès pénal. Il n'y a pas que... quand vous parlez des partisans du chef de l'État et les partisans de Olivier Bokor, les partisans de Omeki, vous pensez que ce sont les ressentis du chef de l'État? Eux aussi, ils auraient voulu entendre les ressentis de Olivier Bokor ou de... moi, j'ai un problème par rapport à ça. Je ne peux pas me mettre à commenter les ressentis personnels. Il n'a pas parlé du Bénin. S'il avait parlé du Bénin, voilà, on allait prendre l'exemple. Ailleurs, on parle d'intelligence artificielle, on a déjà dépassé beaucoup de trucs. Oui. Nous, on est là à dire oui, mon ami, voilà, etc. Fernando Ressou, sur la même question. Sur la même question, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de sujet qui a retenu l'attention. C'est là où les Béninois me surprennent. Parce que de tout ce qui a été dit, c'est le dossier Olivier Bokor qui a fait le chou gras. Mais et la question du troisième mandat? Mais je ne comprends pas. Est-ce que le fait que le président ait eu à dire clairement, nous avons mis dans notre constitution que nul de son vivant ne doit faire plus de 2 mandats et que, ne serait-ce que pour ça, le débat sur le troisième mandat est clos en République du Bénin. Ça au moins, nous devons prendre ça. On ne peut parler que de ça. On ne doit parler que de ça pour montrer que nous, au moins au Bénin là, nous ne sommes pas à comparer aux autres nations parce qu'on dit en Afrique, souvent en Afrique, souvent en Afrique. Mais ce n'est pas le cas. Ça m'étonne, mais les Béninois ne peuvent plus me surprendre dans la mesure où le simple fait qu'en agissant comme il l'a fait, qu'en parlant comme il l'a fait, Patrice Talon a clos le débat sur la question de réviser ou non la Constitution ou interpréter ou non la Constitution dans le sens qu'il ait un troisième mandat. C'est-à-dire qu'il a coupé l'herbe sous les pieds à beaucoup de vendeurs d'illusions qui voulaient se saisir de l'occasion que constituent les derniers mois du pouvoir de Talon pour s'en mettre plein les poches en agitant à gauche, à droite, tel article, attention, il peut revenir, il peut... Eux, ils s'amusent avec la vie du peuple, ils s'en foutent. Talon a dit, terminé. Et là, au moins, on peut lui dire bravo. Bravo. Oui. Et où est-ce que vous ne lui dites pas bravo? Quoi? Où est-ce que vous ne lui dites pas bravo dans cet entretien? Vous savez, la question... La question des... Vous savez, dans ce pays, des gens ont été condamnés à mort plusieurs fois. Et j'ai vu ceux qui les ont condamnés à mort, une fois dans notre vie, proposer leur candidature à des postes internationaux. Vous me suivez? Nous avons chanté, il y a eu des chansons populaires. Et on le chantait avec conviction. Le même Zinsou est rentré au Bénin. Il a contribué à la gestion de ce pays dans le domaine
qui lui a été confié. Et il l'a fait avec beaucoup d'engagement, malgré son âge. J'allais au siège de la francophonie voir le vieux. Il vient à l'heure. Il part peut-être après tout le monde parce qu'il est prêt à rester là, à échanger. Et il dit des choses utiles parce que c'est quelqu'un qui en avait dans la tête. Vous comprenez? C'est pourquoi, chaque fois qu'on aborde la question, ceux qui bottent en touche, je ne suis pas du même avis qu'eux. Vous n'avez pas d'espoir, malgré la fermeture de Patrice Talon, qu'il puisse avoir un canevas. Pourquoi pas? Pour la libération. Qui est-ce qui vous a dit que tous ceux qui ont amené des mercenaires dans ce pays, lesquels mercenaires ont eu à tuer des Béninois, à faire des dégâts, ils ont été ramenés dans le pays et on a fait la paix. Mais ceux qui n'ont pas tué, c'est ceux-là, c'est avec eux qu'on ne peut pas faire la paix. Je dis non. On peut le faire. Et je vous dis, vous savez, si au moment où on était encore plus jeune, Arimi m'avait fait quelque chose et j'ai décidé de ne jamais le pardonner, c'est lui qui sera malheureux ou bien c'est moi? Ah. Moi là, quand tu me fais quelque chose, je gueule sur toi, je vocifère. Tout le monde dit ah. Mais Patrice Talon l'a dit que c'est pas lui. Et quand je finis là, j'ai fini. Je dis aujourd'hui là, c'est vrai, tout à l'heure il a énuméré les pouvoirs. Je ne veux pas rentrer dans ces débats là. Le seul pouvoir qu'il y a dans un pays, dans une république, c'est le pouvoir exécutif. C'est le pouvoir exécutif. Minlo Ijibo Wado. C'est lui qui dit, écoutez, regardez ce qui se passe en Israël. Regardez ce qui se passe en Israël. Le premier ministre a dit, mais lui, il est procureur, il pousse des ailes. Il mène des enquêtes sur des ministres que moi j'ai nommés sans me consulter. Oh, est-ce qu'il doit le consulter? Il fait son travail, on dit séparation des pouvoirs. On fait le procès de Sarkozy aujourd'hui, non? Qu'est-ce qu'on reproche à Sarkozy? Immixtion dans le juridique. Subornation de témoins. Donc, je vous dis, moi je l'ai toujours dit, hein, le pouvoir exécutif, c'est lui qui régente le pouvoir judiciaire, c'est lui qui régente le pouvoir législatif. La belle preuve, aujourd'hui, si vous prenez notre pays, certaines choses ont avancé parce que on ne passe plus tout son temps à l'Assemblée pour chercher à ratifier un accord passé par l'exécutif, etc., etc. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Ce n'est pas là le débat. Mais je dis, le seul pouvoir qu'il y a, c'est le pouvoir exécutif. Et donc, si j'étais à la place du président Talon, je vais agir autrement. Je vous rappelle, à votre micro ici, à la fin du premier mandat du président Talon, j'avais lancé un appel en lui demandant d'être un leader. Que faudrait ça la loi? Ça là, c'est pas mauvais, mais c'est pas bon. Que faudrait ça la loi? Mais est-ce qu'on n'avait pas noté dans cet entretien-là que le timbre a un peu changé? Je dis, dès le début du deuxième mandat, on a constaté que ça a changé. Oui. Mais ce n'est pas encore allé jusqu'au bout. Jusqu'à présent? Bien sûr. Sinon, on ne va pas continuer de... Chaque fois qu'on dit qu'il y a des gens qui sont emprisonnés ou qui sont hors du territoire pour des faits politiques, on dit que c'est faux. On dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Bénin. Parce que la justice, on dit que les gens ne sont pas partis parce que c'est des faits... Nous sommes tous des Béninois, mon gars. On est tous des humains. Vous voyez. Et les hommes politiques, c'est pour ça que moi, je ne rentre pas dans leur jeu. Vous les voyez se combattre. Vous avez l'impression que c'est des gens qui s'en veulent à mort. Mais comme lui le dit, ceux qui vont à la messe le matin et sont dans les couvents la nuit, c'est les hommes politiques, c'est exactement comme ça qu'ils se comportent. Si vous voyez
le président Yaïboni rendre visite au président Amoussou Bruno, rendre visite au président Ombedi, et ils sont de bons amis, de bons camarades, alors que tous ceux-là se sont battus, combattus, au vu et au su de tout le monde dans ce pays. Il y a des gens qui ont dit, je ne vais plus jamais te saluer. Il dit ça à son frère, à cause d'un politicien. Attention, mais sachant raison garder, ce serait toujours heureux que nous fassions rentrer tout le monde, qu'on dépose la rage de guerre et qu'on reparte comme on l'a fait en 1990-91. On ne soucie d'espoir aussi pour ceux qui sont en prison pour l'affaire complot contre l'autorité de l'État. Pourquoi pas? Puisqu'on a dit, j'ai parlé de pouvoir, non? C'est l'État qui a le pouvoir. C'est l'État qui a le pouvoir. Parce que, qu'on le veuille ou non, qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord, ceux qu'on est en train d'accuser continuent de clamer et de proclamer leur innocence. Ils continuent de clamer, de proclamer leur innocence. C'est pas rien. Et c'est pas parce que la justice a dit qu'on va dire que c'est fini et c'est ça qui est la vérité de Dieu. Le temps est le meilleur. Oui, Harry Chouadé, pour conclure, j'ai vu que vous voulez réagir face à ce qu'a dit Fernando Ressou. Oui. Que le seul pouvoir, c'est l'exécutif. Il sait très bien que le chef d'État ne peut pas annuler son acte de naissance, ni son acte de mariage. C'est la justice qui a tranché ça. Et puis, même le chef d'État lui-même, c'est la Cour constitutionnelle qui a proclamé son élection, qui l'a installé. Donc, ouais, il y a trois. Non, on parle de la force publique. La force publique, on a vu sous la Révolution ici, tout ce qui a été fait. Les gens ont été même spoliés de leur maison, tout ça. Ils ont retrouvé ça par la suite. Parce que ça ne devait pas être le cas. Donc, s'il y a eu des abus, on finira par les réajuster. Hein? Bon, donc, l'exécutif n'est pas tout puissant. Nous sommes dans une république. Nous demeurons dans une république. Il peut y avoir des élans de dictature, de déviance, de dérive autoritaire, mais il y a toujours des forces centrifuges qui arrivent à canaliser tout ça. C'est vrai, il y aura des pertes en vies humaines. Par rapport au pardon, vous savez très bien qu'en 2019, on a voté une loi d'amnistie, non, pour des gens qui ont tué. C'est même pas pour aller loin, il ne faut pas aller loin. Sous le même régime qui dit que... Donc vous souhaitez une loi d'amnistie? Le même régime qui dit que le pardon est une faute. Donc vous souhaitez une loi a fait voter une loi d'amnistie pour couvrir ceux qui ont tué. Mais c'est pour couvrir, c'est pas ce qui est résultat du dialogue politique. Pardon? C'est pas ce qui a été dit au dialogue politique que c'est pour couvrir. Il n'y a jamais qu'un dialogue politique. Il y a eu ils auraient pu faire cette rencontre-là sur un groupe WhatsApp, c'était des amis. Non. Parce qu'au même moment, vous avez oublié au même moment qu'il y avait des Béninois qui se sont rencontrés au champ d'oiseaux pour faire un dialogue également. Donc le dialogue n'a jamais été national. C'était un dialogue entre amis. Et comme je l'ai dit, j'aurais pu épargner... Les acteurs politiques. Non, vous savez, bon, je vous conseille de dire que ce sont des acteurs politiques, parce que pour moi, la politique est une science. Et il faut l'avoir étudié, être formé pour essayer. C'est pas parce que aujourd'hui, on devient politicien comment? Parce que vous êtes l'ami de quelqu'un, ou bien son frère, il vous amène en politique. Hein? Par cooptation, ça devait être par mérite. Et donc, on peut les excuser de toute cette déviance et tout ça. Mais qu'ils acceptent au moins un jour d'aller se faire former pour mieux nous diriger. On ne peut améliorer un homme qu'en le formant et en l'éduquant. Il n'y a pas un dépotoir, on va jeter les mauvais hommes. On les prend, même les criminels et tout, on arrive à les socialiser par des mesures, il y a la sanction, il y a les accompagnements et tout ça. Et donc, pour que nos politiques publiques soient meilleures, il faut former les gens. Il faut former les gens. Merci à vous, Harry Chouadé. Merci également à Fernando Ressou. Nous tendons pour vers la fin de cette émission. Fernando Ressou, vous êtes quand même très amoureux du sport. Votre amour pour le sport est indescriptible, si on peut le dire ainsi. Les Guépards ont affronté les Bafana cette semaine. Quelle est votre opinion sur cette rencontre footballistique? Bon, nous n'avons quels sont les enseignements à en tirer? Cette semaine, nous avons affronté le Zimbabwe. On menait 2-0. On a terminé 2-2. C'était déjà un signal que nous avons amorcé
une perte de points et de positionnement. Puisque l'Afrique du Sud qui arrivait derrière venait sur une très belle lancée. La défaite contre l'Afrique du Sud, le nul contre le Zimbabwe, nous avons sabordé toutes nos chances de qualification pour la Coupe du Monde. Je ne peux pas dire autre chose que ça, parce que dans la configuration actuelle, surtout du groupe, le Nigeria et l'Afrique du Sud vont se taper dessus, avec un peu plus de chance pour le Nigeria, non pas parce que le Nigeria est fort sur le terrain, mais parce que l'Afrique du Sud a commis une erreur administrative gravissime en alignant un joueur qui était sous le coup d'une sanction. Et si la FIFA se saisit du dossier, la FIFA s'est d'ailleurs déjà saisie du dossier, le match sera perdu. Le match gagné par l'Afrique du Sud sera perdu et ça fera l'affaire du Nigeria. L'un dans l'autre, si le Nigeria passe, l'Afrique du Sud sera parmi les meilleurs deuxièmes, jouera les playoffs et pourrait conserver ses chances de qualification. Mais pour les Guépards, tout espoir est perdu. Tout espoir est perdu. Arimi Choubadé, également. Vous savez, c'est très difficile pour les joueurs de l'équipe nationale du Bénin qui se battent avec les moyens de bord, sans supporters, dans des conditions très compliquées. Vous savez, ils font les matchs à domicile jusqu'à Abidjan, sans supporters, sans vraiment l'engouement. Vous savez, le foot, vous voyez un peu les petits qui sont dans les cafétérias, qui scandent Barça, Real tous les jours. Ça n'a rien à voir avec nos écuries, nos Guépards qui sont... Vous comprenez? Vous pensez qu'ils sont orphelins? Oui, ils sont c'est compliqué. Et puis nous sommes dans une compétition, la Coupe du Monde. Vous avez vu, ils ont tout fait, difficilement, ils ont pu se qualifier pour la CAN. Et maintenant, c'est pour aller au mondial. Et c'est pour le mondial qu'ils ont battu le Nigeria en match aller, à Abidjan. Et donc, on ne peut pas dire qu'on a encore nos chances. Et n'oubliez pas que sur le papier, l'Afrique du Sud est supérieure au Bénin. C'est quand c'était au classement FIFA, pendant que le Bénin doit être, je crois, 94e ou un truc de ça. Nous n'avons pas de joueurs en première ligue anglaise, ou en Ligue 1 française, ou la Liga. Nous jouons avec les moyens de bord, avec des joueurs très volontaires, très décidés, malgré voilà, l'accompagnement qui pêche, malgré le talent aussi qui n'est pas au rendez-vous. Nous sommes une petite nation de football. Donc nous devons essayer d'avoir nos ambitions à la mesure de nos potentiels. Donc pour moi, le parcours est plus qu'élogieux. Le parcours des Guépards est plus qu'élogieux quand on voit les conditions dans lesquelles ils mènent. C'est vrai, tout le monde vient regarder le résultat à la fin du match. Mais il fallait se demander avant comment ça se passe. Avant ça, vous avez vu, c'est difficilement que le président de la fédération a sorti de l'argent de sa poche pour faire voyager un groupe de supporters. Et généralement, c'est un ou deux bus, à peine 100 personnes, pour une équipe nationale, vous comprenez. Et vous allez là-bas, Afrique du Sud, avec apparenté, des gens qui vivent en Côte d'Ivoire quand ils viennent au stade, et puis les nôtres qui nous... je crois que c'est... Voilà, ça va être un peu difficile pour les nôtres de faire plus ou mieux que ce qu'ils sont en train de faire. On ne peut pas dire oui. On va espérer mieux. Merci à vous, Arimi Choubadé. Je rappelle que vous êtes journaliste, analyste politique. Et merci également à Fernando Khessou, journaliste, reporter sportif, historien. Merci également pour ces analyses et également ces différents commentaires très enrichissants. On aurait quand même voulu faire quelques commentaires sur les activités des acteurs politiques du Parti politique Les Démocrates qui sont interdites à travers le pays, mais le temps qui nous était parti est arrivé à échéance et pour des raisons indépendantes de notre volonté, on est obligé de clore ainsi. On va peut-être y revenir le samedi prochain, peut-être avec les mêmes invités ou même d'autres. Ça dépend de leurs agendas respectifs. Merci à vous, chers amis internautes, sans lesquels nous ne sommes rien. C'est grâce à vous, grâce
grâce à vos likes, grâce à votre suivi fidèle de nos programmes télé que nous arrivons chaque jour à nous retrouver pour vous offrir de tels programmes. On se retrouve demain pour l'invité avec le ministre conseiller à la justice et aux affaires extérieures avec ma collègue Billy Laibi. Jusque-là, belle suite de programmes sur ESAE.